2040. Ouais. Mais Simandou, c'est Nimba Simandou. Et le Nimba, là, il y a une partie qui est au Libéria. Ouais. Donc, il est facile de dire à quelqu'un, bon, la part que tu as là, je vais augmenter. Mais il faut être avec moi, on va faire la Guinée, on va faire la guerre dans la Guinée. Les Libériens, c'était le président Topman. Et son ministre des Affaires étrangères, c'était Moumoulou Doukouli. Mamadou Doukouré. Mamadou Doukouré, oui. Dont les parents sont venus de Doukouré là, dans Beila. Et ils ont dit à la Guinée, nous sommes restés avec vous ici pendant 60 ans. Il n'y a pas eu de guerre entre vous et nous. Ce n'est pas parce que les autres là sont partis que nous allons faire la guerre. Notre part, ils ont mis en place la LAMCO. Ils ont exploité, ils ont mis le chemin de fer, ils ont pris leur part, ils sont partis dans les bateaux, ils ont mis dans les bateaux et ils ont vendu. Et c'est ça qu'il faut éviter que la Guinée ait. C'est ce que Osandé Afana appelle les économies lignes. Le chemin de fer, tu prends tes matières premières, tu les envoies au port, tu les embarques et tu les vends. Or, en les vendant, que ce soit la bauxite ou le fer, il y a beaucoup d'autres sous-produits dedans. Oui, absolument. Mais lorsque tu as vendu, c'est parti, on te paye des royalties. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a rien. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la culture, en ce moment, la culture a joué un rôle? La culture a été fantastique. Oh, PDG, Nyesewa la PDG, Minka Jonyabo, la Guinée Kono, Kabanka Farafinu Kebare Madi. Mo Matereko, me Materenye, Fose Koutouré, Anoussaï Foulaï Diallo. C'était récité par cœur, tout le monde. Non, parce que c'est l'essence, c'est l'âme de la Guinée, d'être des gens libres et fiers. Ouais. Et nous avons appris à ne pas baisser les chines, à nous tenir debout. De l'État, le développement économique, l'agriculture, la culture et tout ce qui s'ensuit, le sport aussi, hein, et les sciences et tout ça. Comment on a pu de rien partir à mettre la Guinée quand même au sommet dans beaucoup de disciplines? Encore l'esprit patriotique. Dans tout, le Guinéen dit « je prends mes responsabilités devant l'histoire ». Ce n'est pas prendre les responsabilités devant le courrier, non. C'est devant l'histoire. Qui va te juger? Est-ce que ce que tu fais est dans l'intérêt de ton pays? C'est pour cela qu'on dit que le patriote, c'est un citoyen libre et responsable d'une nation souveraine qui s'appelle la Guinée. Libre et responsable. Tu es libre, mais tu es responsable de la Guinée. Chacun est ambassadeur de soi-même. De soi-même. Ta famille est responsable. La Guinée entière est responsable. Tu es dans le terrain, tu dois jouer, tu dois défendre le rouge, le jaune et le vert. Il est inutile que tu viennes te dire Magem, Zigane Kono, Moula Mande, Kono, et Barabo Bombo, et na un ancien, et Bombo, Ita Mouna et Bombo. Donc, une chose, là également c'est important de le dire, c'est avec l'expérience du Vietnam. Comment un pays, l'Indochine, a réussi à faire prisonnier tout l'état-major français à Dien Bien Phu en 1954? C'est en élevant le niveau de conscience, d'éducation, pour que le Vietnamien soit capable d'aller reprendre à l'autre son arme et de la retourner contre lui. Et après, ils ont résisté, il y a eu d'autres attaques, les Américains, ils se sont cassés les dents aussi. Les Japonais sont venus, ils les ont tapés, et ainsi de suite. Oui. Autrement dit, donc, c'est un niveau, c'est au-dessus de l'économique, au-dessus du culte, il y a la conscience. Oui, on sait que après la mort de Sékou Touré, on a changé beaucoup de choses, à tort ou à raison. Pour vous, aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on a abandonné qui était bien et qu'il faudrait bien remettre en valeur aujourd'hui? Tu n'es pas gentil, hein, parce que là, tu me poses une question pas facile. D'abord, je regrette une chose. Pendant 26 ans, nous avons mis en place l'infrastructure industrielle de la Guinée. On a construit des usines. Oui. On les a démantelées. L'équivalent C'était violent quand même. Hein. violent. Ouais. C'est ce qu'on appelle les programmes d'ajustement. Structurel. Et donc, près de 50 000 travailleurs, du jour au lendemain, on leur a dit, bon, on va te donner un peu de pécule, et puis... Se retrouve Et les usines, on a laissé les machines se rouiller. Et on a commencé à les vendre pièce par pièce, comme on a vendu le chemin de fer. Et n'a ramati. Ensuite, nous avions entamé dans l'éducation ce que l'on appelait l'éducation citoyenne. Le Guinéen, quelle que soit sa génération à l'époque, savait qu'il était citoyen, qu'il devait être patriote. Et on avait introduit les langues. valoriser les langues. Valoriser les langues. Et lorsqu'il y a eu les États généraux de l'éducation, 84-85, l'une des premières choses qu'on a fait, c'est abandonner l'éducation dans les langues. C'était une erreur. Hein? Monumentale. Ouais. Parce que les gens ont cessé de s'exprimer dans leur langue. Or, la langue, c'est la culture. La langue, c'est la civilisation. Donc, lorsque tu enlèves la langue... Le Guinée a été bloqué dans sa civilisation. Complètement. Ouais. Ensuite, autre chose, que lorsque je regarde, c'est le fait que les Guinéens ont cessé d'avoir devant eux une institution qui puisse les rassembler. La fois dernière, j'ai parlé avec Makeme et nous avons parlé du 28 septembre 2009. C'est toute la classe politique et administrative qui a été défaillante. Celui qui est au pouvoir, l'administration, il dit « Je ne veux pas vous voir au stade ». Les autres disent « Nous allons au stade ». Personne pour qu'ils puissent les mettre ensemble. Résultat, clash. Ils ont tué des Guinéens, des innocents. Donc, parmi toutes les institutions qui sont actuellement en place, et ce que je vois dans la perspective, c'est comment est-ce que nous allons avoir quelque part où il sera possible pour les Guinéens, dans des situations corsées, où les Guinéens vont s'asseoir pour dire, bon, bas la terre. Toi, tu as dit ça, moi j'ai dit ça, on ne s'entend pas. Mais on ne va plus prendre les armes l'un contre l'autre. Alpha, je pense que la rédaction, on a des reportages sur l'indépendance. Oui, on a des reportages. Je ne sais pas si c'est prêt parce que là, on a des petits soucis de coordination avec la régie. J'ai du mal à comprendre comment. On va essayer de continuer. Quand ça va être prêt, ils nous feront certainement signe, puisqu'on a une série de reportages quand même, environ 3 reportages qu'on voudrait aussi proposer avant d'aller à ce direct-là. On va continuer avec Elage. Et je crois qu'on devrait aussi marquer une pause parce qu'on a bientôt on a fait 1 heure d'émission. On va marquer peut-être une pause dans quelques minutes, mais vous pouvez continuer. Oui, la question est comment le président Ahmed Sékou Touré et son équipe, parce qu'il n'était pas seul, j'accompagne toujours son équipe parce qu'il n'était pas seul. Il faut que... Oui. Ouais, il n'était pas seul, c'était un groupe. Ouais. C'était un groupe. C'était des camarades. Oui, c'était des amis. C'était des patriotes. Ouais, c'était des patriotes. Le président Ahmed Sékou Touré et son groupe, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces usines? Parce que la Guinée était indépendante. En fait, un pays comment on a pu qui n'était plus accompagné. Et on a eu tout ça sans la coopération. Et il semble qu'avant tu finis les études, c'est le boulot directement. Il n'y a personne au chemin.
Donc, d'abord, il faut dire que nous, les Guinéens, nous avons été conscients que nous avions deux contentieux devant nous. Le premier contentieux historique, c'est l'esclavage. L'esclavage. Le deuxième contentieux, c'est la colonisation. Et nous avons été la seule colonie, 2 500 000 habitants, avec un taux de scolarisation de moins de 10%. Quand vous parlez de scolarisation, on va ensemble suivre ce reportage sur l'éducation, les premières heures, comment tout s'est passé, qu'est-ce qui a été fait à l'époque. C'est un reportage qui est réalisé par Abdelaziz Baldé, un de nos reporters ici. Considérés comme un maillon essentiel dans l'accession de notre pays à l'indépendance, les intellectuels guinéens ont joué un rôle déterminant dans la construction de notre jeune nation. De la construction de l'État à la gouvernance, en passant par le développement de l'éducation et de la culture, les cadres guinéens, avec l'appui de grandes figures africaines et étrangères, ont élaboré une idéologie politique avec la création de plusieurs institutions éducatives. Les Français en partant, c'est quand même un gros vide. Il y a eu donc un apport massif. Et à un moment, après les années 68, là, 69, quand l'université a ouvert et tout, il y a eu une coopération avec le bloc de l'Est, donc l'Union soviétique, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et tout ça. On a eu énormément de coopérants qui sont venus pour enseigner dans les lycées et les collèges et à l'université, pas au primaire. Au primaire, c'est resté surtout les Guinéens. Mais ces professeurs-là qui étaient arrivés, évidemment, avaient d'excellents niveaux scientifiques, mais sur le point de vue de la langue, ne pouvaient pas. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, les Guinéens sont beaucoup plus scientifiques que littéraires. Cette génération qui a été formée, aujourd'hui, partout encore dans le monde, sont encore très bons. Les intellectuels guinéens ont contribué à des projets de développement dans un contexte de planification centralisée. Aujourd'hui à la retraite, Dr Gilbert Ifonou a servi la Guinée avec fierté et révèle notre pays l'image d'un symbole d'existence. Les intellectuels ont dit, cette jeune indépendance, il faut qu'on la soutienne. Vous aviez des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens. Les intellectuels en Afrique n'ont pas lâché la Guinée. Particulièrement, vous avez le Togo qui a envoyé 19 instituteurs pour faire la relève dans les écoles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un Togolais au CM2, CM1, CM2, c'est lui qui nous a préparés pour aller au CEP. Donc, c'est les circonstances de l'accession de la Guinée à l'indépendance qui ont motivé ces intellectuels à ne pas abandonner la Guinée à elle seule. La production littéraire, artistique et scientifique a été souvent utilisée pour promouvoir l'idéologie révolutionnaire, mais aussi pour défendre l'identité nationale. Puisque la Guinée n'avait pas de cadre de haut niveau, tout de suite, elle a pris l'initiative de construire l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. À l'époque, on ne l'avait pas appelé Gamal Abdel Nasser, on avait dit IPC, Institut Polytechnique de Conakry. Les tout premiers sortants de cette université sont les cadres de haut niveau. Les intellectuels de par le monde sont venus au secours de la jeune République, comme pour dire, nous venons vous essuyer les larmes, ne vous en faites pas, nous allons vous accompagner. Parce que la plupart de ces cadres-là aussi avaient des difficultés avec les régimes de leur pays. À la fois, ils étaient des réfugiés en Guinée, mais en même temps, il y avait la prestation de ceux qui savaient faire. Malgré leur rôle crucial, l'action des intellectuels a été marquée par quelques difficultés, mais jamais entraîné un relâchement. Aujourd'hui, leur contribution à l'identité guinéenne reste fondamentale pour le développement socio-culturel de notre pays.
Ce plateau spécial se poursuit ici même sur les antennes de la télévision nationale. On a le plaisir de recevoir un deuxième invité qui va venir partager le plateau avec son camarade. On a vu les accolades. Son professeur. Son professeur, alors, oui. Je fais des bêtises. Donc son professeur, il s'agit aussi de notre professeur. Il professeur. le dit modestement. Voilà, professeur Malado Sidi Baldé, il est avec nous. Bienvenue, professeur. Bonjour, bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Voilà, avec moi, Makeme Donzo. Je te laisse la main. La première question pour professeur. Professeur, qui bonjour. visiblement est très modeste face à son professeur qui dit non, il le dit modestement. Donc. C'est une chance pour les deux. Ouais. Parce que c'est une chance d'être en vie. Oui. La vie d'abord est une chance. C'est une chance. Vous avez vécu 58, après 58, aujourd'hui 67 ans, vous avez la mémoire, vous pouvez enseigner toujours, parce que nous sur ce plateau on est en train d'apprendre. Nos téléspectateurs aussi sont en train même d'apprendre à travers de tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, professeur Malado Sidi Baldé, vous êtes un historien. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui la Guinée, quelle définition vous pouviez donner? De ces 67 ans de marche. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire bonjour à El Hadj. El Hadj a été, quand nous arrivions à l'université, c'était lui qui était l'administrateur, qu'on appelle aujourd'hui le recteur à l'université. Nous l'avons connu quand nous étions au collège, au lycée, etc. etc. C'est vraiment un plaisir et même un complexe d'être à côté de lui. Parce que moi, je ne voudrais pas discuter quelque chose en même temps que lui. Je voudrais juste m'asseoir. Vous allez me compléter, c'est sûr ça. Mais bon. C'est une fierté pour El Hadj quand on voit son élève. Il y a une chose qu'il ne va pas dire, certainement, que je suis obligé de dire. Oui. Non seulement il est professeur d'histoire, mais il a fait de très hautes études d'histoire. Il était professeur d'histoire aux États-Unis d'Amérique, à Chicago. Wow. Il a enseigné l'histoire dans les universités américaines à Chicago. Merci. On imagine aussi l'histoire africaine. C'est bien de la porter là-bas. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, professeur, c'est une grande chance de vous avoir. On va essayer de revisiter l'histoire. 67 ans d'histoire, c'est pas facile de résumer ça. Non, pas du tout. Mais surtout, de l'indépendance jusqu'à nos jours, le chemin que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup. Et on place cette célébration sous le signe de la souveraineté économique désormais. La souveraineté économique. Très bien. Moi, je pense que sur le plan historique, sur le plan de l'évolution de la Guinée, la Guinée ne se reproche de rien. Quelqu'un va parler de l'économie ou parler autre chose, mais sur le plan historique, je pense que la Guinée a suivi un chemin innovant qui cadre parfaitement bien avec son histoire. C'est-à-dire la Guinée indépendante reflète effectivement la Guinée précoloniale, la Guinée coloniale et la Guinée entre 1947 et 1958. Il n'y a pratiquement pas eu, franchement, de divorce. C'est-à-dire on est allé de l'échelle inférieure à l'échelle supérieure. Quoi qu'on dise, les Guinéens doivent être fiers de leur histoire. Parce que cette histoire, non seulement a réuni les Guinéens dans le même creuset, mais cette histoire a inspiré d'autres. Je vais vous donner un tout petit exemple. Ouais. En 1958, à partir du 25 août 1958, la rencontre entre le général Charles de Gaulle, son gouvernement et les nationalistes guinéens à Conakry, beaucoup ont estimé que la Guinée a fait un mauvais choix. Et il y en a même qui ont pensé que le choix de la Guinée n'allait pas durer. Que ça n'allait pas tenir. Ça n'allait pas tenir. Ouais. Et on constate qu'à partir de 1958, c'est-à-dire entre 58, 59 et 60, ce sont les mêmes gens qui avaient condamné la Guinée d'avoir choisi leur indépendance,
l'indépendance de la Guinée, ce sont eux-mêmes qui ont réclamé d'une manière ou d'une autre leur propre indépendance. Il y a eu près de 10 colonies qui ont accédé à l'indépendance. Donc ça signifie que l'exemple guinéen, c'est un exemple, je pense, qui a fait tache d'huile, qui est devenu une référence en Afrique et dans le tiers-monde. Un autre exemple que je donne, et là je l'ai expliqué, la Guinée est allée à l'ONU pour son admission aux Nations Unies en 1958. Et quand elle a été admise, je l'ai dit ici il y a 2 jours, quand elle a été admise dans la même salle d'admission de la Guinée à l'ONU comme 82e membre, c'est de là que la Guinée est sortie pour aller défendre la cause algérienne. Le premier acte diplomatique guinéen, c'est de sortir de la salle d'admission de la Guinée aux Nations Unies. En tant que pays reconnu. En tant que pays reconnu, il n'y a même pas un jour reconnu, il n'y a que des heures. C'est de là qu'ils ont plié bagages, ils sont allés dans la salle pour négocier l'autonomie, la reconnaissance du FLN et l'autonomie de l'Algérie. Le premier acte diplomatique guinéen. Je pense que... là, c'est pour comprendre les Guinéens doivent être fiers. La Guinée et l'Algérie. Les Guinéens doivent être fiers de leur histoire. Naturellement, une histoire, il y a toujours des hauts et des bas. Et nous devons absolument connaître ce qui se passe et l'assumer. Personne ne va assumer l'histoire guinéenne à la place des Guinéens. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on l'assume et qu'on sache comment évoluer avec ce qui a bien marché et ce qui certainement n'a pas bien marché. C'est notre histoire, nous devons l'assumer. Bien sûr, l'histoire c'est une continuité parce que même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un moment, ça va être dans l'histoire. Absolument. L'histoire, c'est ça. Maintenant, moi, je prends dans nos écoles, l'enseignement guinéen, maintenant là. Parce qu'actuellement, on voit qu'on enseigne beaucoup de choses dans les classes qui ne nous concernent pas. Qui ne nous concernent pas tellement. Et il y a d'autres choses que les enfants doivent savoir. Parce que l'histoire, c'est ça aussi. Quand l'enfant apprend ce qu'on a fait, là, l'histoire a réussi. Mais si on ne sait pas ce qu'on avait fait avant, et on se jette directement dans le futur, ça devient autre chose. Alors, professeur, est-ce que vous êtes concerté aujourd'hui par d'abord le ministère de l'enseignement? Parce que c'est le ministère de l'enseignement qui fait le planning. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vos expertises comptent dans les histoires enseignées? Oui. Est-ce que vos expertises comptent dans l'enseignement guinéen? Je pense que ça compte. Moi, là où je suis comme ça, j'ai le statut d'enseignant-chercheur. Je viens juste de quitter l'université de Conakry comme enseignant actif. Je pense que l'enseignement guinéen, quoi qu'on dise, reflète quand même les réalités guinéennes. Et le doyen l'a dit, je l'ai écouté, il disait qu'en 1958, quand les experts étrangers sont partis, ce sont des Guinéens et des amis des Guinéens qui sont restés. Je me rappelle par exemple, son papa, El Hadj Doucouré, c'était un enseignant exemplaire dans ce pays-là. Et les étrangers sont venus s'ajouter à eux et ils ont continué le processus, malgré bon gré. Et immédiatement, le gouvernement guinéen a pensé justement à combler ce vide. Et ils ont créé des écoles qui sont restées légendaires dans ce pays. C'est par exemple le centre de Dabadou. Le centre de Dabadou, les gens que le centre là a formés, franchement, je pense que c'était une pépinière qui a permis à l'enseignement guinéen d'évoluer dans des conditions plus ou moins idéales. Je reviens à la question. Je pense que, personnellement, quand je regarde l'éducation aujourd'hui, je ne me reproche de rien là-dedans. Sauf que, quelque part, on va certainement accentuer la formation civique, la formation citoyenne. Parce que si vous regardez bien, l'histoire de la Guinée de 1947, presque à nos jours, c'est une histoire de mobilisation des masses par des partis politiques. C'est-à-dire, pendant longtemps, nous avons eu affaire à des militants des partis politiques.
Et vous savez, le militant d'un parti politique, le militant d'un mouvement politique, va à l'image du leader politique. Et de 1947 à 1984, pratiquement, nous étions sous la coupole du Parti démocratique de Guinée, qui avait franchement une vision extraordinaire de l'histoire, mais c'est un parti politique. Et nous savons qu'à partir des années 90, avec le multipartisme, la Guinée s'est retrouvée pas divisée, mais repartie en différents mouvements politiques. Donc ce sont des militants des partis politiques qui faisaient l'histoire. Au point que je pense que les Guinéens ont besoin d'accentuer l'éducation civique et avoir des citoyens. Le citoyen, c'est celui qui connaît non seulement son devoir, mais qui sait réclamer ses droits. Alors que, en principe, certains membres des partis politiques, c'est juste réclamer leurs droits, et de façon pas très citoyenne. Donc, il faut qu'on ajoute, qu'on accélère, qu'on insiste sur l'éducation civique et sur l'éducation citoyenne. À part ça, moi, je pense que la Guinée n'est pas laissée en compte. D'accord. On me fait signe qu'il y a aussi le reportage de Karim qui est prêt, qui parle d'un certain nombre de réalisations sur le corridor, notamment de Kaloum jusqu'à Donka. Au fil des ans, il s'est révélé l'endroit où Conakry retrouve son âme, un corridor dans lequel cohabitent certaines infrastructures symboles de la Guinée. Le pont du 8 novembre, le cimetière de Cameroun, la mosquée Faisal, l'hôpital Donka, le Camboiro, l'université Gamal Abdel Nasser et le stade du 28 septembre. Ce regroupement est-il le fruit du hasard? Leur alignement n'est pas un calcul révolutionnaire ou un calcul particulier fait par le PDG. Il y a des réalisations de la date du PDG RDA, le régime de la Révolution. Il y a des réalisations postérieures à ça, liées au développement social de la Guinée coloniale. Depuis plus de 60 ans, converge dans cette partie de Conakry la gloire du ciel, le recueillement des humbles, la prouesse des bâtisseurs, l'orgueil des puissants et l'histoire d'une nation qui s'est choisi un destin en 1958. L'effet d'histoire de chacun de ces symboles s'épure dans la nuit des temps. Le cimetière de Conakry était ici à Boulbiné. Il a fallu déplacer ce cimetière, déjà qui était encombré sous la période coloniale. Le cimetière de Cameroun a été réalisé en 1954. La première personne décédée à l'hôpital Balais en 1954, qui a été enterrée au cimetière nouvellement ouvert de Cameroun, un certain Magasuba Mamadi, originaire de Sigri. Aussitôt libérée du joug colonial, la Guinée se met sur le chemin de son développement socio-économique. Le pont du 8 novembre est l'une des infrastructures réalisées au cours du premier plan quinquennal du pays. À cela s'ajoute l'université Gamal Abdel Nasser, à l'époque Institut Polytechnique de Conakry. Des infrastructures obtenues grâce à la collaboration entre la Guinée et l'Union soviétique. Ce que vous voyez comme ça, là, ce qu'on appelle en anthropologie topocentrique, c'est la ville, c'est le centre, c'est le cœur de la ville. Mais classiquement, les villes classiques, c'était topocentrique. C'est-à-dire que toutes les activités vivaces étaient là. Sur le plan anthropologique, nous avons ces trois cycles. Donc la naissance, la vie et la mort. C'est que c'est les lieux communs, c'est les lieux partagés, c'est les symboles, c'est l'histoire de la Guinée qui est symbolisée là. Dans la même suite logique, le stade du 28 septembre, avec 25 000 places, est aussi construit. Une enceinte qui est aujourd'hui l'un des plus grands chapitres de l'histoire de la Guinée. C'est le premier complexe sportif de la sous-région d'une telle grandeur et d'une telle importance. Il a été baptisé à la date du 28 septembre pour honorer notre fierté, notre dignité, notre honneur, en votant non
le 28 septembre 1958. Pour la construction de la mosquée Faisal, l'inaltérable volonté du camarade Ahmed Sékou Touré à se saigner aux 4 veines pour son peuple se cache derrière une histoire fascinante. Lors de sa visite en Arabie Saoudite, il est gratifié par le roi Faisal qui lui aurait offert 10 millions de dollars, une somme que Sékou Touré décida de mettre au service de la nation. En le remerciant pour lui avoir offert cette somme, le président Ahmed Sékou Touré l'a supplié d'accepter cette somme de sa part, c'est son argent maintenant, d'accepter, trouver quelque chose parce que sa ville, son pays, notamment sa ville, sa capitale, n'a pas une mosquée digne de Conakry, de la Guinée, qui a plus de 90% de musulmans. Faisal a été impressionné par cette déclaration. Il a promis la réalisation de cette mosquée. C'est un édificateur, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui a le sens de l'histoire, qui sait se référer de son passé ou le passé de son pays, maîtriser le présent et poser les perspectives de l'avenir. Il a voulu justement mettre son cachet particulier, il a voulu laisser ses traces, il a voulu imprimer sa vision, il a voulu imprimer ses marques, il a voulu imprimer à la Guinée des identités symboliques. Un autre symbole, pas des moindres, du corridor est l'hôpital Donka, dont la réalisation a commencé sous le joug colonial et achevée entièrement par le régime Sékou Touré. À côté, le camp Boiro, camp des gardes-cercles, première unité de défense et de sécurité de la Guinée française. Ce n'est qu'à partir de 1969 que ce camp a porté le nom de Mamadou Boiro, un commissaire de police. Il était chargé de convoyer des présumés comploteurs de l'Abbé à Conakry par un vol ordinaire, parce qu'il y avait des passagers dedans, après l'escale de Cancan, pour venir à Conakry. Il a été largué par ceux qui devraient être transportés ici. En l'honneur de ce jeune policier de l'époque, et le camp de la garde républicaine a porté le nom du camp Mamadou Boiro. Pour moult observateurs, Sékou Touré surreliait des continents politiques qui auraient pu s'entrechoquer ou dériver. Il sut percevoir, avant les autres, le déplacement des pôles et la fonte des glaces. Il sut rassembler et faire barrage. Au fil des décennies, ces symboles deviennent des reliques du passé pour les Guinéens. Avec le vent de la modernité, ils sont rénovés ou reconstruits. Plus que jamais, ces faits d'histoire visent la mémoire collective. Sur la route infinie de l'histoire, les Guinéens useront de la symbolique de ces infrastructures pour s'unir et traverser des âges sur des roues qui ne crèvent jamais. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur ce plateau spécial 2 octobre avec des invités, avec Makeme qui m'accompagne et nous serons ensemble jusqu'aux portes de 12h. Professeur, pour les deux, on a vu ce reportage aussi qui retrace un peu tout le travail titanesque qui a été fait, sûrement en peu de temps, au lendemain de l'indépendance, il n'y avait pas grand-chose. Et surtout, la grandeur d'homme de Sékou Touré quand même. Aujourd'hui, il n'y en aurait pas beaucoup des politiciens auxquels on va donner telle somme pour toi. On dit que c'est pour toi, mais tu dis non, je mets au service de mon pays. Ça montre aussi la grandeur de ceux qui ont voulu que cette Guinée soit indépendante. Oui. Absolument. Le geste des dévanciers, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont posé les actes sur lesquels nous marchons aujourd'hui, ils ont donné des exemples patriotiques, des exemples nationalistes, des gens qui avaient une vision et qui savent
non seulement réaliser cette vision, mais donner un exemple dans la procédure, dans la méthode, comment une œuvre historique doit être conduite. On prend ce montant-là à cette époque, on donne à quelqu'un et il prend ce montant-là, il le consacre à une œuvre sociale, une œuvre nationale. Je crois que c'est un exemple à suivre. Ouais. Ce n'est pas seulement la mosquée là qu'il faut voir, mais il faut voir l'esprit dans lequel, la procédure, la méthode qu'on a utilisée pour avoir cette mosquée. Et quand vous regardez ce corridor, du point de vue historique, nous sommes impressionnés parce qu'on a vu que tous les services sociaux de base, tout ce dont le peuple a besoin, a été réuni dans un cercle très connu, très limité, et là où chacun peut trouver la satisfaction de ses besoins. La sécurité, il y a un camp. Moi, je ne parle pas de ce que le camp va devenir. Je vois juste l'esprit de la création du camp kamayen. C'est la sécurité du mouvement des biens et des personnes. À côté, il y a l'hôpital Donka. Et ensuite, et là je l'ai rappelé, on est plus de 80% de musulmans, il y a la mosquée. Et ensuite, il y a l'université. L'université, c'est certainement parmi la première université en Afrique de l'Ouest. Et enfin, il y a le stade. Mais il faut reconnaître que ces leaders-là ont fait deux actes que nous, historiens, on cherche à placer dans un contexte donné. Nous avons vu, par exemple, des nationalistes. Des nationalistes qui sont arrivés et ils ont trouvé des infrastructures en place. Au lieu de les détruire, ils les ont conservées. C'est comme par exemple l'hôpital Balais. L'hôpital Balais a été conservé et on a changé de nom. L'actuel Ignacidine. On a changé de nom. Il y a un acte patriotique. Donc, ça, c'est le nationaliste qui a fait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le libérateur, le président de la République, se prononce. C'est dans ce cadre-là que lui-même, il a fondé ses propres infrastructures qui sont devenues des symboles référentiels dans l'histoire de la Guinée. Que ce soit le cimetière, que ce soit le camp, que ce soit le pont, que ce soit... Vous voyez une combinaison, une complémentarité d'éléments qui se complètent sans se confondre et qui entrent dans le cadre justement de l'évolution historique de la Guinée. Oui, j'ai une question. Peut-être que le professeur aussi veut réagir. Oui. On a deux professeurs, deux enseignants, donc c'est pas facile. Hein? Oui. Je rejoins mon ami Aladji Sidi. Je voudrais ajouter un tout petit élément. Ce qui m'inspire, c'est le fait que ce sont des patriotes. Et étant des patriotes, ils ne peuvent pas enseigner aux autres ce qu'eux-mêmes ils ne font pas. Ce que toi-même tu ne fais pas, il ne faut pas l'enseigner aux autres. Et qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné et qui reste dans la génération des Guinéens que nous sommes? C'est l'esprit de lutte, l'esprit de gestion et l'esprit de partage. La culture de lutte, comme l'a dit M. Baldé, c'est transgénérationnel. Chaque génération est appelée à découvrir sa propre mission, à l'assumer ou à la trahir. Ensuite, la lutte, elle continue. Ce n'est pas aujourd'hui parce que nous avons fait ceci ou cela, que nous avons construit ceci ou cela, que nous nous arrêtons. Il faudrait que ça continue. L'esprit de lutte doit être toujours là. L'esprit de gestion, gérer. J'ai un grand professeur d'histoire qui a fait une partie de sa vie aux États-Unis, qu'on appelle aujourd'hui le management. Bonne gouvernance, transparence,
et redevabilité. Cet esprit-là a été développé du temps de cette génération. Tu ne peux pas enseigner aux autres bien gérer et rendre compte de ce que tu as géré si toi-même tu ne le fais pas. Ensuite, l'esprit de partage. Ils l'ont dit et ça se retrouve ici dans les discours de la Saifoulaye du président Sékou Touré. Nous ne prenons pas ici la place de ceux qui vont nous quitter. Nous sommes venus pour servir notre peuple. Et lorsque nous servons le peuple, c'est de nous assurer que le bien-être, chacun y accède. Il accède non seulement aux opportunités, mais également aux avantages et aux bienfaits. Exemple, la mosquée. On y prie encore aujourd'hui. On y prie, on y priera. Et lui, il est juste à côté. Ouais. Il repose juste à côté. Ouais. Et avant de reposer juste à côté, il y avait fait reposer son ami, Aladj Saifoulaye. Oui, justement, vous avez beaucoup cité Saifon. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le lien, parce que beaucoup disent que c'était un exemple d'amitié, mais extraordinaire. Je ne vais pas être long. D'abord, il n'y a qu'une année de différence entre eux. Et ils étaient tous ce que l'on peut appeler aujourd'hui des managers. Ils étaient des gens qui étaient dans la gestion. Et on imagine qu'ils ont préparé bien avant, le 28... Ils se connaissaient, ils ont fait le syndicat, les cercles d'études marxistes ensemble. Et ensuite... Et Saifoulaye qui était fils de chef de canton. Alpha Bakar Diari. Alpha Bakar Diari. Mais on oublie que Alpha Bakar Diari, sa mère, Nénan Kadjatouba ou Baldé, de la famille. Et Dosare, c'est la fille de Tcherno Aliou ou Indian. Donc, Saifon descend de la famille de Tcherno Aliou ou Indian. Pour revenir donc, Saifon est affecté, muté en dehors de la Guinée. Ouais. Au Niger, nous dit-on. Niger et Haute-Volta. Ouais. Il rentre après les années 54-55. Sékou avait déjà déclenché en 53 la grève de 90 jours pour le code civil, à partir duquel le PDG RDA a marqué et a commencé donc à marcher vers ce que l'on va appeler le gouvernement. On pense que c'est quelque chose qui est venu de façon spontanée. Ça a été bien préparé. Ouais. Et le fruit d'un combat de... Et Saifon arrive, Saifon est muté à Mamoum. Mamoum Kameng. Il y arrive, il trouve d'autres patriotes. Pléa Koniba. Il trouve Doumbouya Bella. Il trouve Aboubakar Doukouré et d'autres. Il arrive à un moment où on est en train de voter pour qu'il y ait un maire. Le maire de Mamou. Et pour la première fois, on l'oublie, dans l'histoire du Fouta, les gens de Mamou accordent aux gens de l'abbé Guébal. Guébal. Ouais. Ils désignent Saifon, qui est l'autre à Mamou, qui n'est pas de Mamou, pour devenir maire de Mamou. On n'a qu'à regarder toutes les autres mairies, ce sont les enfants autochtones, sauf à Mamou. C'est un signe. Ouais. Et donc, il y a la candidature pour la députation. 3 postes. Le comité directeur était basé à Conakry. Il arrive à Mamou avec la liste des 3 candidats. La sous-section de Mamou, qui était connue et reconnue, a dit nous avons notre candidat. Et notre candidat, c'est Saifoulaye. Je ne rentre pas dans les détails. Ouais. Donc il y a eu la liste, Saifoulaye, dans Sékou Touré, Saifoulaye et Biavougui Lassana. Sur les 3, il y a eu 2 députés RDA qui sont nés. Et ça a tissé, ça a cimenté les liens entre le président Sékou Touré et Saifoulaye Diallo jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Jusqu'à la fin de la vie. Oui, mais l'histoire aussi, c'est des étapes. Le groupe du président Ahmed Sékou Touré a imprimé ses marques
au fait, il y avait des symboles. Il y a même des symboles jusqu'à présent. Parce que Kaloum, par exemple, on ne peut pas parler de Kaloum sans parler du président Ahmed Sékou Touré. Tout à l'heure, dans le reportage, on a indiqué beaucoup de choses, des bâtiments. Là, ce sont des symboles du président Ahmed Sékou Touré. Mais la ville se limitait au temps du premier président. La ville ne dépassait pas trop l'aéroport de Conakry. Le Bessia. La Deuxième République, il y a eu aussi des créations des cités. Il y a eu beaucoup de cités. Il y a eu des cités des journalistes qui viennent après, c'est dans la commune de Matoto. Il y a d'autres cités. Parce que chaque histoire, il faut dire l'histoire où ça se doit. Après la Première République, il y a eu une Deuxième République. Cette Deuxième République, quand nous voulons parler de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir? La Deuxième République nous a apporté quelque chose d'extraordinaire, même si au niveau de la gestion, ça pose des problèmes. Quand il y a eu changement en 1984, on a gardé un silence, peut-être qui a permis de se préparer pendant un an. En 1985, nous n'avons pas un document, nous n'avons pas un cabinet d'études qui est sorti pour dire, voilà, on va faire un atelier, etc., etc. On a reçu un discours que vous, les journalistes, vous avez appelé discours-programme du chef de l'État, dans lequel on a proclamé quelque chose d'extraordinaire, qui était nouveau. Parce que de 1947 à 1984, pratiquement, on a vécu que sous l'ambiance du Parti démocratique de Guinée. Et en 1985, on nous a dit que voilà, on proclame en Guinée justement le libéralisme, un régime libéral. Ouais. Ce régime libéral, nous connaissons la définition, c'est de permettre à chacun un mouvement citoyen, un mouvement libre, et qui tient compte de ses initiatives, de ses plans d'action, de ses rêves, comment les réaliser, etc., etc. Donc les initiatives personnelles, les initiatives publiques et privées, on l'a proclamé en 1985. Maintenant, comment on l'a géré, ça c'est une autre histoire. Mais voilà quelque chose de nouveau, franchement, pour marquer, pour déterminer, pour donner la vision, l'identité, l'option, le choix de la Deuxième République. C'est la proclamation du régime libéral. Oui, professeur. Oui, je suis d'accord avec mon frère. La liberté d'entreprise, le libéralisme. Mais c'est une liberté avec le recul qui a occasionné la fermeture d'usines. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il fallait libérer ou est-ce qu'il fallait réguler la libération? Il fallait suivre ce qui était là. Le multipartisme aussi, comme il a dit, en termes de pratique, c'est un seul parti qui a dirigé de toute façon. Il y a la traduction de principe dans la réalité, la mise en œuvre. Mais je souligne cela. Lorsque l'on a dit, on va par exemple faire le multipartisme, je le dis... Laisser la possibilité à l'alternance. Je le dis sous le contrôle de ceux qui ont étudié cette partie. Il paraît que le général Lansana Conté était pour deux partis politiques. On lui a forcé la main pour dire on ouvre la porte. Et bien, on est parti de 2, aujourd'hui on est à 100, 150, je ne sais pas, ou bien à 66. Oui. À l'époque, nous étions à peu près 3 millions d'habitants, 3 500 000. Vous avez une vingtaine de partis politiques qui sont des mangeoires. C'est-à-dire, je crée un parti politique, je me remets un peu, qui apporte quoi à notre pays. Ensuite, maintenant, si l'on prend sur le plan économique, nous avons livré nos populations. Je suis économiste de formation. Je sais que dans l'économie du sous-développement, il y a le primaire, il y a le secondaire et le tertiaire. Le primaire, c'est l'agriculture. Le secondaire, c'est l'industrie.
Et le tertiaire, c'est le commerce. Nous avons une hypertrophie du commerce. Biring. Ah, Matima. Et prix n'a rien. Ça devait coûter 5 ou 10 francs. Il n'y a aucune réglementation. Lui, il est là, il vend. Mais tu ne peux accéder qu'à ces 10 francs ou bien à ces 20 francs. Il fixe son propre prix. Il fixe son prix et le laisser aller et le laisser faire. Ouais. Ensuite, élément extrêmement important, mais qui, à mon avis, c'est la confrontation nez à nez, tête contre tête, dans un pays qui est foncièrement guerrier. Le Guinée est foncièrement guerrier. Je voudrais ajouter que ce n'est qu'en 1915 que le dernier Guinéen a rendu son arme à l'administration coloniale. 1915. Il était Guerzé et il était Manon. Zébéla, Toba. Et surtout les Guerzé et les Thomas de Lola. Parce que la limite, les dernières limites entre la Guinée et le Libéria n'ont été faites qu'à partir de 1915. En 1912, Bakary Touré a été obligé de rendre les armes à Farana. Condamné en exil, il est mort à Madagascar. Nous sommes un pays guerrier. Et nous allons nous confronter. Et cet esprit-là est encore là. On va guérir. Non, non, rapport de Lougan. Fort heureusement, nous avons des âmes et nous avons des hommes de culture, comme le professeur Malade dit. Le moment est venu pour que les Guinéens cicatrisent leurs plaies, qu'ils cicatrisent les plaies et qu'ils apprennent à revivre ensemble, au-delà des partis politiques. De revivre comme des frères et des sœurs guinéens, des patriotes africains. La deuxième et la troisième République ont apporté ça. Mais également, jusqu'à présent, voici ce qui n'est pas encore fait. Que les Guinéens puissent se retrouver, se réconcilier et cesser de s'affronter. Et surtout, s'affronter où? Dans les rues. Bore Kunitongo, Bore Nyerma, Bore Gemema Ourima. On a un collègue qui a été malheureusement agressé. Je parle de Daoudaba. Oui, qui est convalescent. Coloma, qui est encore convalescent. Donc, notre compassion. Aujourd'hui, est-ce que, avec le recul, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu que le premier, il n'y a pas eu non plus que le deuxième, pour ne pas dire le second, donc, parce qu'il y en a eu d'autres. De tous ceux qui se sont succédés aujourd'hui, la gestion du pays est assez particulière actuellement. On est en refondation. On vient d'opérer un référendum où il y a eu quand même une forte participation, un très haut taux un fort taux de participation. Plus de 83%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on est sur le chemin de ce retour dont tout le monde souhaite, où on vit ensemble, où l'ethnie disparaît? Je rappelle que le chef de l'État actuel a dit qu'il faut tuer l'ethnie. Beaucoup n'avaient pas compris le sens. C'est que je te regarde parce que tu es mon parent, ou je t'approche, ou je t'aide parce que on est de la même ethnie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de revenir vers quelque chose de fondamental où la patrie prime? C'est pour vous, c'est pour tous les deux. Je ne voulais pas prendre la parole avant mon frère. Il me regarde comme pour dire, doyen, je te donne la passe. Et j'accepte la passe. D'accord. Si vous permettez, on va revenir, on va aller sur le direct parce qu'on me fait signe que le chef de l'État est en train d'arriver. On va suivre ensemble ce direct-là. Est-ce qu'on a déjà les images de Kaloum où nos équipes sont aussi présentes pour nous faire vivre la cérémonie qui va se dérouler de ce côté en direct? Donc vous avez les images de la place des Martyrs, cette avenue qui a connu tout le passé historique aussi de la Guinée. Il y a le palais juste derrière, la banque centrale, l'église et bien d'autres monuments.
octobre 1958, un peuple est ferme pour dire non à la colonisation. Présentez. Nous suivons en ce moment le parcours du président de la République. Le général Mamadi Doumbouya emprunte maintenant l'avenue de la République, accompagné du chef d'État général, du chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura. Destination la place des Martyrs, en plein cœur de Kaloum. Là-bas, l'y attend son épouse déjà installée à la tribune officielle. Sur l'avenue de la République, l'ambiance est à la fois solennelle et festive. Le cortège présidentiel avance au rythme des sirènes, encadré par les motards de la garde républicaine et suivi d'une colonne impressionnante de véhicules officiels. À l'intérieur de son véhicule de commandement, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, salue la foule d'un geste ferme et rassurant. Tout au long de l'avenue, une foule s'est massée pour accueillir son passage. Et il salue le corps constitué qui est des drapeaux rouges, jaunes, verts flottent dans les airs. Des chants patriotiques s'élèvent. Des applaudissements nourris résonnent. Hommes, femmes, jeunes, enfants, tous unis dans la ferveur, scandent le nom de la Guinée et celui du chef de l'État. L'émotion est palpable. C'est la rencontre entre un peuple et son leader, entre l'histoire et le présent. Le chef de l'État continue les salutations. Il salue la foule et le corps constitué. Peu à peu, le cortège présidentiel se rapproche de la place des Martyrs au cœur de Kaloum. L'ambiance devient encore plus vibrante. Les chants patriotiques se mêlent au youyou, les drapeaux s'agitent avec intensité. Enfin, le chef de l'État salue les forces spéciales. L'ensemble, l'âme sur Paul, reposer. Le véhicule de commandement du général Mamadi Doumbouya s'immobilise à l'instant aux abords de la rentrée de la place des Martyrs. Tous les regards convergent vers ce moment attendu. Le chef de l'État, le général solennel. Il est accueilli par la gouverneure de la ville de Conakry, la générale. Présentez. Armes. Il va passer en revue la troupe. Il va d'abord procéder au salut du drapeau national, à la revue des troupes, rituel solennel qui réaffirme l'unité de la nation et la fidélité de l'armée.
Aide-moi, ouais, aide-moi. Aide-moi.
homme politique, figure importante du mouvement indépendantiste. Lansana Béavogui, compagnon fidèle de Ahmed Sékou Touré, qui deviendra plus tard le Premier ministre. Saïfoulaye Diallo, parlementaire et cadre du PDG, acteur clé du non au référendum de 1958. Ou encore Karim Bangoura, engagé dans la lutte syndicale et politique. La Guinée a montré qu'elle ne cède pas face à l'oppression, qu'elle choisit la liberté, quelles qu'en soient les conséquences. Il faut aussi rappeler que l'indépendance de la Guinée a été fortement portée par le mouvement syndical, avec l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, dirigée par camarade Ahmed Sékou Touré lui-même. Les travailleurs, enseignants, paysans et étudiants ont joué un rôle déterminant en soutenant massivement le non au référendum du 28 septembre 1958. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême,